Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Radio 4 Quarts, votre émission sur l'actualité, toujours en direct sur notre page Facebook Urban Street Reporter, une émission en partenariat avec le média LBS FM que je représente et aussi avec la radio melunaise MNG Radio. Pour ce 19e numéro, on est très heureux d'accueillir un nouvel invité, Khalid Zaouch. Salut Khalid. Salut. Comment tu vas ? Ça va très bien et je suis ravi d'être là parmi vous. On est très content de t'avoir. On t'a invité aujourd'hui, on va parler santé avec toi, on va parler prévention dans le cadre d'Octobre Rose. Tu auras l'occasion de nous en parler lors de la petite interview que Fatia et Nakani vont te faire en fin d'émission lors du fameux quart d'heure de l'invité. Du coup, je présente mes chroniqueuses 100% féminines ce soir. Fatia et Nakani, salut les filles. Bonsoir, salut. Ça va ? Ça va. Tranquille ? Pour cette émission ? Ouais, on est prêt, il faut. Nakani, tu vas bien ? Oui, ça va. Tranquillement ? Ouais, c'est vrai que tu as hérité du micro bancal. Voilà, je cache rien à ceux qui nous regardent. Nakani a hérité du micro bancal, mais il marche très bien, vous inquiétez pas. Au programme de cette émission, bien sûr, l'interview de Khalid Zaouch en fin d'émission. Mais avant, 3 sujets seront évoqués par les chroniqueurs et par moi-même. La mort de Bernard Tapie, c'est Nakani qui va nous en parler. Ce sera le premier sujet de l'émission. En deuxième sujet, le hashtag double peine, c'est moi qui va en parler. Et puis, le massacre du 17 octobre 1961 qui concerne la communauté algérienne, c'est Fatia qui va nous en parler, et puis le quart d'heure de l'invité, je l'ai dit précédemment. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux Urban Street Reporter, USR officiel sur Twitter et Instagram, et sans oublier notre YouTube Espoir et Création et le site web urbanstreetreporter.com. On va démarrer cette émission avec toi, Nakani. Tu vas nous parler d'un homme qui nous a quittés il y a quelques jours. C'est Bernard Tapie. Alors, le 3 octobre, Bernard Tapie est mort d'un cancer. Il avait 78 ans et était un grand entrepreneur et issu d'une famille modeste. Il est connu notamment par ses rachats de certaines entreprises à la chambre de commerce à 1 franc. Ensuite, il a racheté certains clubs. Ensuite, il a été chanteur, il a été acteur, ministre de la ville, pardon. Ouais. Et donc voilà. Très bien, merci Nakani pour cette petite présentation. Et du coup, la question que je souhaitais vous poser, c'était est-ce que Bernard Tapie, selon vous, c'est un exemple dans l'entrepreneuriat français avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a entrepris dans sa vie ? Fatia ? Bon, déjà, son parcours, on l'a tous connu, de près ou de loin, surtout dernièrement, avant qu'il décède. J'ai pu découvrir un dernier documentaire, un dernier interview le concernant, qui a eu lieu sur TF1. Et c'est là, pour ma part, où je l'ai découvert, parce que bon, je suis pas très foot, pas très OM, ni PSG, hein, comme ça, au moins, on ne jette pas la pierre. Comme ça, il n'y a pas de conflit. Mais on sait qu'il a été, on va dire, un couteau suisse, un vrai couteau suisse. Il a su se démarquer, que ce soit en tant que dirigeant de l'OM, comme elle l'a dit, comme aussi grand entrepreneur auprès de la marque Adidas. Bon, par contre, au niveau de sa vente de Adidas, il s'est un peu fait avoir. Ouais. Et on a pu voir aussi que durant tout son parcours, surtout à la fin, on a découvert quelques magouilles au niveau de ce qu'on appellerait des escroqueries. Quand même 3, 4, voire 5 escroqueries. Qui malheureusement entache un peu ce grand parcours d'entrepreneur. Et donc après, c'est un peu le revers de la médaille. Et on peut se poser des questions si oui ou non il est vraiment un si grand entrepreneur comme on l'aurait pu le penser. Nakani ? Alors pour moi c'est un modèle parce que malgré le fait qu'il ait eu quelques travers, il est vraiment parti, comme tu l'as pu le voir dans l'interview de cette A8, il est vraiment parti de rien du tout et il a réussi à créer, à faire de petites entreprises, d'un peu plus grandes entreprises, à être vendues quelques millions d'euros alors qu'ils les avaient achetés à 1 franc et elles étaient au bord de la faillite. Il n'a pas fait d'études de commerce, il a vraiment touché à tout ce qu'il aimait, il a un peu réussi dans ce domaine-là. Et donc non, pour moi c'est vraiment un modèle puisque
si on enlève le fait qu'il a fait des choses illégales, tous ses projets ont abouti à quelque chose. Si on enlève ça, c'est bon. Pour moi, c'est un modèle Bernard Tapie. L'avis de notre invité Khalid sur Bernard Tapie. Moi, Bernard Tapie, j'ai un retour juste rempli d'émotions. 1993, première Ligue des Champions avec l'OM. Donc ça, c'est le retour des passionnés de foot. Bien entendu, après, il y a son autre casquette. Ça fait partie des premiers issus de la banlieue à défoncer ce fameux plafond de verre. Donc il est parti de nulle part. Il s'est autorisé à rêver. Ouais. Il a monté des business. Il a donné l'exemple, il s'est mis dans l'entrepreneuriat, dans le cyclisme, ça a marché, il a gagné le Tour de France avec Bernard Hinault, il s'est mis dans le football, ça a marché, il s'est mis dans les affaires en rachetant Adidas. Bien entendu, le portrait, il n'est pas que rose, c'est aussi un requin, mais à côté de ça, si on doit garder qu'une chose, c'est surtout cet exemple, un homme venant des quartiers qui a rêvé, qui a permis à d'autres de se dire c'est possible. Si on doit, et dans pas mal de reportages, il nous l'a souvent expliqué, sa seule qualité, c'était juste de bien s'entourer avec des gens dont c'était le métier. Oui. Donc il s'entourait toujours des meilleurs pour faire en sorte que lui soit le meilleur. Exactement. C'est vrai que c'est un exemple à ce niveau-là. Il savait s'entourer pour réussir ses projets. Les différents hommages qu'on a vus concernant Bernard Tapie, comment vous les avez vécus, vous, de votre côté? Est-ce que pour vous c'était proportionné? Est-ce que vraiment il a eu l'hommage qu'il méritait? Enfin, c'est quoi votre regard là-dessus? Alors pour moi, il a eu l'hommage qu'il méritait. Après, je trouve que ça a été un peu trop porté sur son expérience avec l'OM et qu'il a fait tout plein d'autres choses et que ça aurait pu être souligné aussi. Ah, pour toi, c'était trop axé sur le foot. Oui, exactement. Et ça te dérange. Et toi, Fatia? Moi, justement, je pense que c'est... on est toujours plus attaché à une équipe. Et encore plus, je pense que les supporters, que ce soit de l'OM ou du PSG ou des autres équipes, les sportifs ou même les supporters en eux-mêmes, sont toujours très attachés aux personnes qui ont su mettre en lumière leur équipe. Et donc, c'est pas... Pour moi, c'est normal qu'en tout cas... du côté foot, du côté sportif, il y a autant pas d'engouement, mais autant de... comment dire ? De ferveur. De ferveur, c'est tout comme les fans de Johnny Hallyday. Hein. On les a vus quand il est décédé, quand il est mort et qu'il y a eu... hommage national. L'hommage national, on a vu quand même une avenue pleine de motards. Et ça m'a énormément marqué parce que c'est la première fois que j'ai pu voir un moment comme ça. Bon, après, moi, j'ai pas été trop au niveau... j'ai pas trop regardé ce qui s'était passé... au niveau télé, il y a l'hommage, mais en tout cas, l'engouement et la ferveur des fans et des personnes comme toi qui ont pu avoir un rapport assez particulier avec lui, qui se disent, bah voilà, en fait, c'est un des nôtres et il a su nous mettre en avant. C'est normal qu'en retour, le jour où il meurt, ils soient tous derrière. Ouais. Khalid, c'est intéressant ce qu'on dit, Nakani et Fatia. Pour toi, est-ce qu'on en a trop fait sur la partie foot? Pour toi, c'est normal? C'est quoi ta position là-dessus? Il faut l'avoir vécu en fait. On va pas parler de génération parce que sinon je vais faire encore l'ancien. L'ancien, voilà, on va dire ça, on va faire l'ancien. Mais à côté de ça, en 93, on a tous été Marseillais. C'est-à-dire que même si moi j'aime le PSG, première fois qu'on gagne la Ligue des Champions, à ce moment-là, le peuple français était Marseillais. Vous l'avez vécu avec autre chose, avec la Coupe du Monde en 2018, avec pour les plus anciens, la Coupe du Monde en 98. D'un seul coup, il y avait un rapport à l'appartenance marseillaise ou l'appartenance française qui était portée par un homme. C'était Bernard Tapie. Et c'est effectivement, ils en ont trop fait, mais à Marseille, même les petits qui n'ont pas connu la génération Bernard Tapie, ils lui ont rendu hommage. Donc c'est bien qu'il y ait un héritage qui s'est fait au fil des ans. Exactement. Et moi, pour vous donner un peu ma position, c'est vrai qu'on a beaucoup axé sur la partie foot. Pourquoi ? Parce que le foot, c'est le sport du peuple. Parce que le foot, c'est plus que du football. Hein, c'est un aspect sociétal. C'est vrai qu'il est le symbole quand même d'un entrepreneur français qui prend un club français et qui l'emmène au trophée suprême pour un club européen qui est la Ligue des Champions. Malheureusement pour moi, supporter du PSG, c'est le seul club pour l'instant qui l'a fait, qui a gagné la Ligue des Champions. Donc
Voilà, pour te répondre Nakani, moi je pense que c'est un peu normal qu'ils aient accès un peu sur le foot, même si c'est vrai, tu l'as dit dans ton introduction, il a fait plein d'autres choses, que ce soit dans le cyclisme, que ce soit dans le monde des affaires. Et du coup, quel héritage il peut laisser Bernard Tapie après sa mort? Est-ce que vous pensez qu'il aura des émules? Est-ce que ça va être une référence dans l'entrepreneuriat pour les jeunes générations qui vont venir? Pour moi, oui. Après, comme l'avait précisé monsieur aussi, il est issu de banlieue et du coup, ça donne espoir et ça donne envie de croire en ses rêves, ça c'est sûr. Ouais. Khalid, sur la jeune génération. La jeune génération, oui, mais après, faut essayer de connaître l'histoire de l'homme. Pas forcément de s'arrêter sur ses affaires, parce que si on s'arrête sur ses affaires et sur le portrait un peu négatif qu'on a fait de lui, si on retient que ça, non. Il a aussi été un grand chef d'entreprise, il a été un capitaine d'industrie. D'ailleurs, dans les années 80, il y avait même une émission de télé sur TF1 qui était sur la promotion des chefs d'entreprise et sur comment mettre en place son business et croire en ses rêves. Donc non, ça reste une référence. Ouais. Bon, en tout cas, Bernard Tapie, donc, qui nous a quitté début octobre. Et d'ailleurs, hier soir, pour rester dans l'actualité un peu OM et Bernard Tapie, il y avait un match de charité qui a eu lieu au Vélodrome entre les légendes de l'OM et une équipe de personnalités. Et les légendes de l'OM se sont imposées 7-4. Et notamment avec un but de Tofilou Maoulida qui a rendu hommage à Bernard Tapie avec sa célébration des bandelettes. Et il y avait d'ailleurs le fils de Bernard Tapie, Stéphane Tapie, qui était présent au Vélodrome et qui a certainement dû apprécier cet hommage. Voilà pour cette partie Bernard Tapie. N'hésitez pas à donner votre avis, même en replay sur le live Facebook et sur le live Instagram. On va passer au deuxième sujet, les amis. C'est un sujet que je vais introduire. C'est le hashtag double peine. Alors c'est un mouvement qui a été lancé par la féministe Anna Toumazov qui donc a recueilli le témoignage de plusieurs victimes d'agressions sexuelles, notamment sur Montpellier. Et Anna Toumazov donc a dénoncé la manière dont les femmes victimes du coup de ces agressions sont reçues dans les commissariats. Déjà 400 témoignages sur le site qu'elle a elle-même lancé qui s'appelle doublepeine.fr. 400 témoignages donc de jeunes femmes ou de femmes même qui racontent leur expérience et les conséquences du coup de cette gestion de la part des commissaires. C'est le manque de suivi derrière, des fois même de la récidive et une culpabilité chez les victimes. Suite à ce tollé et suite à cette polémique, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a décidé d'ouvrir une enquête interne au commissariat de Montpellier, mais il n'y a pas que le commissariat de Montpellier qui est touché. C'est à peu près ça se passe dans à peu près pas tous les commissariats, mais beaucoup de commissariats en France en tout cas. Donc ce hashtag double peine a beaucoup fait parler et du coup ma question c'était, vous autour de la table, est-ce que cette affaire, est-ce que ce hashtag double peine ne montre pas quelque part qu'on a affaire à une société divisée entre ceux justement qui dénoncent ces choses-là et peut-être une partie de la population qui ont peut-être une vision rétrograde de la femme ou qui ont un état d'esprit qui n'est pas le même que les victimes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors pour commencer, je pense qu'il est aussi important de mettre en lumière qu'il n'y a pas seulement des femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles, mais des hommes aussi. Et que ce double peine, ce hashtag, peut mettre en lumière les deux victimes, et souvent l'une dont on oublie très souvent. Parce que oui, la personne peut malheureusement aller se plaindre à la police et ce qui est honteux, je trouve, mais vraiment honteux, ce sont toutes les moqueries qu'ils peuvent subir, que ce soit une femme ou un homme, mais toutes les moqueries qu'ils peuvent subir, la non prise au sérieux de la situation, de la gravité de la situation, et que même on puisse en venir en fait à discuter de la manière dont la personne victime peut aller porter plainte en fait, si elle ne devrait pas même être accompagnée d'un avocat pour que sa plainte en fait soit réellement validée. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal qu'on en vienne à penser autrement avec une institution qui devrait en fait respecter tout simplement les règles. Bien sûr. Nakani. Alors moi, je pense que tout le monde n'aura pas le courage d'afficher ça sur les réseaux sociaux.
Mais je trouve que c'est une bonne initiative de sa part parce que les victimes ont déjà peur de parler et lorsqu'elles osent s'exprimer, avoir en face une figure de l'autorité qui prend ça à la légère et qui taquine et qui remet le couteau dans la plaie, je trouve que c'est vraiment dommage. Et avec ce hashtag, on peut voir l'ampleur des choses puisque apparemment il y a beaucoup de personnes à qui c'est arrivé. Khalid, qu'est-ce que t'en penses? Alors, pour le coup, juste Khalid, rapproche-toi un peu plus du micro, voilà. Pour le coup, je maîtrise pas du tout le sujet. Ouais. Et compliqué pour le coup d'avoir vraiment un avis tranché. Pourquoi? Parce que effectivement ça existe, mais de l'autre côté, si tu vas interviewer par exemple quelqu'un des forces de l'ordre, lui il va te dire que ça reste anecdotique et c'est dans 90% des cas tout se passe bien. C'est toujours, je dis pas que les gens n'ont pas tort, mais c'est toujours, il faut toujours mesurer tous les propos parce qu'aujourd'hui avec le virtuel, avec les réseaux sociaux, tout va très très vite. Et il y a aussi des gens qui font bien leur travail. Et c'est toujours compliqué de mettre tout le monde. Aujourd'hui, on veut aller tout le temps très très vite. Et comme là, l'année dernière, il y avait eu des histoires de balance ton port. Il y avait eu tout ça, ça va toujours trop vite. Et c'est pour ça que je dis pas qu'il faut pas en parler, mais c'est plus complexe qu'on peut le penser. Et justement sur cette partie-là justement des forces de l'ordre, malheureusement qui ne prennent pas au sérieux ces plaintes ou qui sont assez moqueurs comme vous l'avez dit les filles, comment on peut faire face ou comment on peut essayer de changer la donne pour ces quelques personnes-là? Est-ce qu'il faut accentuer sur la formation? Est-ce qu'il faut repenser la formation? C'est quoi les solutions selon vous pour essayer d'atténuer ce petit phénomène? Alors pour moi, je pense qu'il faudrait peut-être reformer les policiers, mais après ce serait dans les centres de police où il y a eu ce genre d'incident, parce qu'il me semble que il n'y a pas ça partout. Et du coup c'est tout. Fatia? Alors déjà pour ma part, pour commencer à reformer, il faut peut-être sensibiliser, discuter davantage de ces sujets. Si après il ne passe que par les règles, les lois qui sont mises en place, alors peut-être rappeler bien souvent de manière plus on va dire formelle ce qu'ils sont censés respecter et appliquer. Ça c'est très important. La discussion, encore une fois, tout est sujet à discussion, mais après ce que je pense, c'est que malheureusement, c'est vrai qu'il y a des commissariats qui ont cette sensibilité ou même cette conscience, en fait, un peu de savoir que la personne qui vient se plaindre est une victime et dont on doit écouter. Mais malheureusement, il y a d'autres commissariats où un policier, je vais exagérer, mais un peu la vitrine du reste des policiers, malheureusement. Ça veut dire que on sait, certaines personnes savent que oui, dans tel commissariat, ils sont quasi tous les mêmes. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un peu un effet de meute. Si lui, il pense comme ça, toi, c'est bien drôle. Et donc après, peut-être, on va chercher à trouver la seule personne qui saurait vraiment nous aider, mais va la chercher dans le lot. En fait, il y a un vrai problème dans certains commissariats. Je pense que... Franchement, j'aurais été... On peut jouer, en fait, même, je me dis quoi, c'est pas bien, mais on peut jouer avec les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux sont en même temps la voix du peuple aussi, le moyen de faire entendre plus rapidement certains sujets, et se dire, voilà, pour que ça touche plus facilement la police et qu'ils prennent énormément conscience de leur acte, peut-être aller même jusqu'à faire une sorte de liste dans lesquelles les commissariats seraient... après, c'est pas bon, mais vraiment, moi je me dis quand même, mettre en place écrire peut-être les commissariats qui mettraient de côté toutes ces agressions. Déjà, là, il y a une enquête interne dans un commissariat à Montpellier. Donc, mais ça, c'est enquête interne. C'est dû justement à la révélation sur les réseaux sociaux, sur hashtag double peine, et notamment par la lanceuse d'alerte Anna Tomazov. Donc ça partait d'une plainte qui était de base a été qualifiée de non-lieu, qui aujourd'hui a été requalifiée et une enquête est en cours. Donc
pour toi, utiliser les réseaux sociaux, ça pourrait résolver... Ça résolverait pas tout. Mais ça peut être une première pierre à l'édifice. Ça veut dire se dire, bah voilà, on est obligé de faire entendre notre voix d'une certaine manière. Alors si, grâce aux réseaux sociaux, on a pu mettre en lumière nos situations, parce que tout le monde n'a pas le courage de dire ce qu'ils ont pu vivre. Et souvent, c'est à travers des comptes anonymes qu'ils mettent en lumière ou qu'ils s'expriment pour la première fois sur leur vécu, et encore plus, c'est ce couteau dans le dos qu'ils ont pu subir de la part des représentants qui sont censés les protéger. Donc concrètement, si les représentants n'arrivent pas à suivre de simple direction, de respecter juste le fait de prendre la plainte comme il se faut, alors moi je me dis quel est le moyen en fait. On est obligé d'afficher les commissariats, c'est ça. On est obligé de dire ouvertement, mais je pense pas que ce soit la meilleure des choses, mais souvent dire bah voilà, c'est comme une marque de vêtements, vous savez, maintenant les grandes marques, on dit bah voilà, vous savez, ces grandes marques abusent des enfants dans tel pays, font ci, font ça, et au fur et à mesure certaines personnes s'impliquent et se disent bah voilà, moi je ne préfère ne pas participer, ne pas acheter de ces marques là pour ne pas être une de ces personnes qui participent à cet esclavage moderne. Bah là on peut peut-être faire la même chose avec des commissariats et non des policiers, parce que je ne pense pas que c'est bien d'afficher ces personnes-là. Je pense que c'est pas un jeu correct de rentrer dans ce genre de ciblage de personnes, parce que tout simplement aussi, les réseaux sociaux, c'est comme une médaille en fait. Autant, c'est comme l'envers d'une médaille encore une fois, c'est autant la face, elle est là, on essaye de sauver certains groupes, de personnes et autres, autant l'envers du décor, c'est que si on commence à donner des noms c'est compliqué sur les personnes, bah t'en as d'autres qui vont commencer à s'attaquer à eux. Après ça peut aller très loin, ça peut aller très, très loin, les familles, les enfants, les voisins. Et souvent aussi, d'où la discussion sur ce genre de sujet avec les sensibiliser plutôt les espaces comme ça de commissariat, c'est que certaines personnes, comme je vous ai dit, peut-être c'est tout un discours qui est propagé très facilement, et dont en fait, quand on est entre personnes dont la mentalité est identique, on est moins ouvert à la discussion, parce qu'on se dit, bah tiens, pourquoi débattre quand on pense la même chose. Et donc sensibiliser aussi, c'est juste rendre plus conscient l'autre, tu vois, de certaines choses dont il pensait que c'était normal, mais qui en fait ne fait pas du tout partie de la normalité. Mais est-ce que, et là je me tourne vers notre invité, est-ce que c'est pas un problème aussi sociétal, au-delà même de la police, ou voilà, est-ce que c'est pas un problème sociétal de certaines personnes qui ont une vision de la femme qui n'est pas correcte? Voilà, c'est complexe. Non, je pense que c'est pas lié aux gens, c'est pas lié aux gens hommes-femmes, non, c'est pas lié aux gens, c'est lié aux situations. Après, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques minutes, je suis toujours réservé quand on n'entend pas les deux parties. Il faut toujours aussi avoir je ne veux pas dire que c'est faux, je dis juste que de l'autre côté, si vous allez entendre de l'autre côté les professionnels, ils vous diront il y a de l'agressivité, ils vont vous raconter une autre histoire. D'un seul coup, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui on peut faire dire une chose et son contraire. C'est super bien comme l'a expliqué Fatia, mais à côté de ça, il y a aussi l'envers de la médaille. Alors, n'hésitez pas à interagir avec nous, Après, bien évidemment. Je vais rajouter un dernier truc. Oui. Vas-y. Que pour le coup, malheureusement, mais oui, en fait, la femme, c'est elle qui subit le plus de violence par beaucoup plus d'hommes. Ce n'est pas c'est vrai dans les faits, ce sont pas la majeure partie des personnes qui viennent porter plainte, ce sont réellement des femmes qui subissent des violences. Oui, statistiquement, oui, ça c'est implacable. Oui. Et donc le fait qu'on ne prenne pas au sérieux ou qu'on ne rend pas légitime leur discours, c'est peut-être parce qu'on dédramatise aussi cette violence qu'il aurait faite. Oh, mais peut-être vous avez fait quelque chose qui a dû lui déplaire. Oh, mais peut-être c'est pas si grave. Mais c'est la première fois. Oh, mais si, oh, mais ça. Et encore une fois, on n'est pas là pour avoir des réponses à nos questions, puisque nos réponses, on les a déjà. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça le sujet, c'est pas j'attends en fait un avis de ta part. Encore une fois, c'est juste prendre la plainte. Mais le fait qu'on prenne pas au sérieux les femmes,
Oui, c'est évident. Tout simplement parce que c'est une femme et donc peut-être qu'elle exagère et peut-être bien d'autres choses encore qu'ils n'auraient peut-être pas le courage de faire avec un homme qui viendrait à eux, qui dirait bah voilà, moi je suis là pour porter plainte. Oui, c'est ce qui est dénoncé dans ce fameux hashtag double peine. Et d'ailleurs, le mot n'a pas été choisi au hasard. Double peine, il y a donc l'agression présumée et la non prise au sérieux de cette agression, d'où le hashtag double peine. Nakani, tu avais un dernier mot à dire ou pas sur le sujet? Oui, non. Non, oui, non, tu te tâtes, tu sais pas? Non, oui, mais je pense que tout a été dit. Sur Internet, il y a vraiment... il n'y a pas de filtre, je pense que c'est ça que je voulais dire, il n'y a pas de filtre, donc tout le monde peut s'exprimer, et tout est... comment on dit ça? Discutable? Non, disproportionné? Tout est amplifié. Amplifié, oui. Tout est amplifié, et du coup, peut-être qu'il n'y a pas tant de personnes que ça qui ont eu ce problème-là, et dans tous les cas, ça va être amplifié par le hashtag, tout le monde va en parler, et du coup, on n'a pas l'autre version, donc on ne pourra jamais vraiment se faire un vrai avis, on a juste les plaignants. Donc oui, je pense que tout a été dit. Mais c'est intéressant, il y a différents avis, points de vue, c'est très intéressant. Et c'est pour ça qu'on aime le débat dans Radio 4 Quarts, c'est pour avoir les différents points de vue selon les sujets. N'hésitez pas comme d'habitude à interagir sur ce sujet-là, sur le premier sujet concernant Bernard Tapie. Et pour terminer, Fatia, je me tourne vers toi, parce qu'on va parler de choses pas très gaies. C'est le massacre du 17 octobre 1961, ça concerne la communauté algérienne, je te laisse en parler. Donc, pour recontextualiser un peu, ces derniers temps, la France et l'Algérie sont un peu en tension. Mais avant qu'elles ne soient en tension, elles avaient fait un travail de mémoire concernant tout ce qui est guerre d'Algérie et massacre du 17 octobre 1961, qui a lieu justement ce dimanche. Et la commémoration plutôt a lieu ce dimanche. Et depuis quelques mois, un travail avait été fait entre l'Algérie et la France, comme je vous ai dit, pour cette reconnaissance autour de la mémoire, autour de cette mémoire nationale. Et ce qui s'est passé, c'est que le 17 octobre 1961, en France précisément, comment dire, il s'était passé... c'était quoi le mot? Des fois, tu as des mots en tête. Non, une manifestation. En fait, les Algériens ont fait une manifestation dite pacifique. Elle était des hommes, des femmes et des enfants s'y trouvaient. Donc le but, c'était vraiment encore plus avec les femmes et les enfants de faire en sorte qu'il n'y ait pas de tension et donc pas de possible conflit entre eux et la police. Puisqu'en fait, ce qui est important à souligner, c'est que cette manifestation était secrète, n'était pas annoncée, elle était partagée entre les différentes dans la communauté algérienne de France, mais pas auprès des autorités, parce que pendant quelques jours en fait, depuis le 13 octobre 1961 et ce jusqu'au 17, les Algériens de France avaient une sorte de couvre-feu qui les empêchait en fait de sortir, et ça c'était dû, il était très important aussi de le souligner, aux actes d'attentats qui ont été réalisés du mois d'août au mois d'octobre par les Algériens, par la Fédération française du FLN, donc, qui était une sorte de représentant aussi du FLN, un mouvement politique en Algérie, et qui souhaitait l'indépendance de l'Algérie. Mais donc ces actes d'attentats qui se passaient en France étaient à l'encontre des policiers. D'où le couvre-feu qui faisait en sorte de mettre un arrêt à tous ces attentats qui avaient lieu depuis août jusqu'à octobre. Et donc les Algériens, eux, se sont mobilisés pacifiquement encore une fois pour remettre en question ce couvre-feu. Et cette nuit-là, le 17 octobre 1961, une vague une vague de haine s'est propagée par les policiers, mais pas que. Les policiers, certains Parisiens, certains représentants cheminots de la RATP, des pompiers, énormément de personnes en fait qui avaient une certaine haine aussi contre les Algériens à ce moment-là, tuaient des gens, massacrer, en fait c'est le thème, c'est massacrer des gens, les jeter dans la Seine, les étouffer, et aussi, ça c'était un peu les gendarmes qui faisaient ça,
dès qu'ils en captaient certains, dès qu'ils les mettaient dans les fourgons pour les ramener dans des camps d'identification, se permettait en fait de dire voilà, on les a tués après, car tout simplement on paye à froid ce qu'ils nous ont fait à chaud. Ce qu'ils nous ont fait à chaud, en sachant que quand je dis à chaud, c'est tous ces attentats qui ont été perpétrés quelques mois avant. Donc pour eux, le fait d'attraper ces gens et de les ramener un peu loin dans des zones dont on ne savait pas exactement où est-ce qu'ils se trouvaient, et ils se disaient qu'ils avaient entre guillemets ce droit de les tuer vu qu'ils ont tué les nôtres également. C'était ce qui s'était en fait tout simplement passé le 17 octobre 1961. Ouais. Et du coup, ça amène au sujet de ce soir. Ouais. C'est ça. Et du coup, ça va nous poser la question des traces justement de cet événement et plus globalement de la colonisation sur la nouvelle génération. C'est quoi votre avis sur la question ? Est-ce que aujourd'hui, restons sur la communauté algérienne. Quelles ont été les traces de ce massacre ? Tiens, je me tourne vers toi, Fatia, d'abord. Oui. Oui. Je me suis dit, un petit temps de pause. Non, mais bon, vu que t'es concerné par le sujet, quel a été le retour de la communauté algérienne, les traces de cet événement sur la communauté avec le temps ? Vous savez, la semaine dernière, justement, j'étais partie à une sorte de débat qui a été fait par les chichas de la pensée. C'est l'occasion jamais de les mettre en avant. Ouais. Et ça se passait pendant 3 jours et plusieurs personnes intervenaient dans des sujets différents. Et j'ai pu assister à ce débat sur l'Algérie où on voyait plusieurs intervenants qui discutaient entre eux et dont l'une, ou même les 4 même, ils mettaient en lumière ce souci d'accès en fait au savoir, d'accès aux archives qui permettaient cette connaissance du savoir, cette connaissance en fait sur l'histoire passée, sur cette histoire de colonisation française dans les pays d'Afrique ou autres, mais bon là on parlait plus de l'Algérie, mais cette colonisation française en Algérie et ce qu'elle a pu laisser derrière. Et ça je pense qu'il est très important de mettre en lumière que la colonisation française, et comme je fais un exemple, je fais une aparté aussi, j'en avais discuté avec Samia tout à l'heure, et qui travaille avec Espoir et Création en tant que chef de projet. Super mentor au passage. C'est bien, faut caler les différents dispositifs de l'association, c'est très important. Ça, c'est très bien. Et du coup, on en discutait ensemble également, et elle me disait que la colonisation française a laissé un grand impact en fait. Un grand impact dans la vie de ces pays. Tout simplement parce que le fait qu'ils ont eu une énorme présence dans ces pays, une très grande présence dans ces pays colonisés, que ce soit dans l'éducation, dans la société, dans toute la construction d'un pays, malheureusement, heureusement, je ne saurais pas dire plus par rapport à ça, et que du coup, ces pays qui ont été colonisés, et qui ont eu des enfants du coup qui ont immigré et vivent maintenant dans ce pays d'anciens colonisateurs. Parle bien dans le micro, Fatia. Voilà, sont à la recherche de ces questions en fait, de ces questions autour de la colonisation, autour de leur histoire, autour de comment également ce pays qui a été colonisateur et dans lequel ils vivent actuellement ne reconnaît pas ce qu'il a pu se passer antérieurement dans leur pays d'origine. Et pourquoi en fait il y a ce souci en fait de reconnaissance dans les actes passés. Et on se dit nous-mêmes, mais si notre propre pays d'accueil ne reconnaît pas ce qui a pu se passer antérieurement, comment nous on pourrait retrouver notre identité en fait, tu vois, c'est toute une question en fait, tout un cheminement. Et tu as ce souci qui a notamment été mis encore en lumière dernièrement, comme je te l'ai dit, avec ce travail entre la France et l'Algérie pour parler, pour mettre cette encore première pierre à l'édifice qui n'aurait pas dû se mettre aussi tardivement, mais concernant le massacre de 1961. Voilà, 1961, et qui, je dirais pas tombe un peu à l'eau, mais un peu quand même avec les tensions. À cause d'une certaine parole du président Macron envers l'Algérie, et dont on se dirait, mais
pourquoi certains termes quand on sait que cette relation, en fait, elle a pris du temps pour se construire et que on essayait enfin de faire créer une certaine... On essayait enfin de créer une certaine entente pour avancer dans cette histoire qui est malheureusement pas totalement reconnue. Ouais. Et Nakani, ton avis sur cette question de l'impact de la colonisation plus globalement sur les nouvelles générations, c'est quoi ton avis sur la question ? Alors moi je trouve, je parle plus pour moi et pour d'autres personnes. Il y a certaines personnes qui au contraire aimeraient profiter du fait qu'ils soient en France et qu'ils aient à leur portée plusieurs excuse-moi, est-ce que tu peux reprendre mon thème, je vais dire tu voulais dire quoi ? Je vais dire que non, on va passer la parole à notre invité. Sur ces questions-là, Khalid, c'est quoi ton avis sur l'impact de la colonisation qui est sur la nouvelle génération ? Pour toi, est-ce qu'il y a un impact déjà ? Et si oui, comment tu l'analyses ? Alors, par rapport à la colonisation, là, l'impact que je vois, moi, chez les jeunes, il y a l'envie du retour au pays, du moins le retour à cette identité, ce qui parfois me dérange aussi. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, nous on se pose plus la question. Moi je suis né à Sarcelles. Mes parents sont d'origine marocaine, ok, c'est un fait, mais concrètement, si on parle factuel, je suis né à Sarcelles, j'ai étudié à Garges-les-Gonesse, Ville-Tanneuse où on est, après à Paris. Concrètement, notre itinéraire il est français. Et cette question de la double identité, elle revient souvent. Et évidemment, bien sûr, il y a eu des drames, il y a eu des déchirements, il y a eu des familles qui se sont déchirées aussi. C'est un passé douloureux, mais à côté de ça, nous, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais limite, c'est des histoires d'anciens. Parce que nous, aujourd'hui, on est français, et comment on doit se construire avec cette double identité, et comment nous, Fatia, Nakani, comment nous, on peut le porter avec force. Et se dire, ok, il y a eu des drames, il y a eu, mais nous on est le pont entre ces deux Méditerranées, entre la France, entre l'Algérie, entre le Maroc, entre la Tunisie, entre l'Afrique. Nous on est des ponts d'amour, de paix. C'est un peu bisounours ce que je suis en train de dire, mais je me dis c'est à travers nos messages que d'un seul coup on va pouvoir s'intéresser à tout ce qui s'est passé de pas bien. Et de pouvoir en parler en paix, parce qu'aujourd'hui, pourquoi on n'en parle pas ? Parce que personne n'est en paix avec ces questions-là. Mais ça crée des tensions et des rancœurs. Ça crée des rancœurs qui, limite, on est loin de tout ça. Nous, on a juste besoin de se dire, maintenant, c'est quoi la passerelle entre nous ? Et c'est quoi la passerelle entre l'Europe et toute la partie africaine. Ouais, et du coup, ça pose la question de la double nationalité, comme tu l'as dit, Khalid, de deux cultures différentes. Et cette binationalité-là, effectivement, il y en a qui la vivent de manière heureuse. Ça a l'air d'être ton cas, Khalid. Alors pour le coup, tu sais, moi, vraiment, si je parle de moi, je suis super en paix parce que je suis heureux tout le temps. C'est-à-dire que l'équipe de France gagne. L'équipe d'Algérie, je suis même pas algérien. Il y a 2 ans, ils ont gagné la Coupe d'Afrique. J'étais avec des Algériens, on a sauté, on a fait la fête. Le Sénégal gagne, je vais être super content. Du coup, je me trouve à ma place partout. T'es un citoyen du monde. Mais non, parce que je suis en paix avec cette double identité. À partir du moment où j'ai décidé, moi, avec ma double culture, de dire aux gens, vous allez jamais me mettre dans une case. Je peux pas être le maghrébin de service quand ça vous arrange, le français de service quand ça vous arrange. Non, moi je suis les deux. Et je l'assume. Et je le prends avec tout ce qu'il y a. Et c'est dans cette vision-là que j'essaye de me dire, si nous on essaye du moins à mon niveau, comme tout à l'heure tu m'as appelé l'ancien, et avec tout ce que je fais sur le côté associatif, j'essaye de dire ça aux jeunes. Arrêtez de te... Tu vois, par exemple, je le vois là, le retour un petit peu au communautarisme dans nos quartiers. Dès qu'il y a un mariage, on sort les drapeaux, on sort les trucs. C'est bien, mais limite c'est too much. On en fait trop, là aussi. Tu vois, des deux trouver un juste milieu. Tu vas une semaine au Maroc par an.
Oui, c'est vrai, il y a cette contradiction. Vas-y, Nakani. Je suis d'accord sur C'est bon, tu t'es retrouvé, Nakani. Ça va mieux. Voilà. Moi, je vous dis juste amour, gloire et paix. Je croyais que t'allais dire amour, gloire et beauté. J'ai voulu la ressentir aussi. Vas-y, Nakani. J'aurais pu le dire. Oui, c'est vrai, je le sentais. Vas-y, Nakani. Moi, j'avais parlé question d'intégration. Quelle trace on laissait la colonisation? Question d'intégration, c'est un peu plus difficile si on est dans des quartiers populaires, c'est simple, voilà. Mais quand on est dans d'autres quartiers, c'est un peu plus difficile de s'intégrer au niveau de l'école, au niveau de tout le reste, puisque même si on est né ici et qu'on est français sur les papiers, on ressent quand même une petite différence. Au niveau culturel aussi, je trouve que c'est un peu compliqué. Non seulement avoir sa culture qu'on a chez nous et ensuite devoir s'intégrer là, mais quand on va aller en Afrique, on sera renvoyé français, oui. Alors que lorsqu'on est ici, Moi, ça va. T'as pas ce problème-là, toi? Ah non, moi je fais en sorte qu'il n'existe pas, hein. Je rigole pas sur ça. Je suis française en France, algérienne en Algérie, mais tu peux pas. Je déteste quand on me dit émigrer. Ça, c'est un mot qui me sort par les yeux. Parce que c'est comme si tu me disais, je suis pas ce que je suis. Et pourtant, tu sais, l'éducation, c'est la même. Tu vois, quand t'es attaché à ta culture, tu sais que. Bon, après, je trouve qu'on remarque plus ça. Je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais on est très attaché. On grandit avec notre culture en France. Et quand on part dans nos pays, on est fier de cette culture dont on dit moi je connais ça, si je connais ma langue c'est super, mais si je la connais pas, c'est tout comme, tranquille quoi, tu vois, c'est pas ça qui change. On a toujours ces plats qui nous regroupent, etc. Ça c'est une petite parenthèse. Mais quand on part dans nos pays étrangers... Parce que je sais pas si Nakani elle avait fini ce qu'elle avait vite dit. Ça c'était parti. Nakani elle avait pas fini ce qu'elle avait dit. Ça c'est la 6e. Parce que je pensais que c'était une petite aparté. Là je pensais qu'elle était en train de partir. Là je me suis dit oula. Ah j'allais partir. Ouais t'allais partir, j'ai senti. Du coup Nakani reprends ce que tu voulais dire. Moi j'allais parler aussi d'autres personnes comme moi qui sont enfants d'immigrés qui aimeraient justement investir en Afrique. Et du coup voilà, je voulais parler de ça. Je trouve qu'il y a un mouvement qui se crée en France, les partis des États-Unis, des afro-descendants, et qui est en train de se créer en France où les enfants les afro-descendants aimeraient justement créer quelque chose en Afrique. Donc pour moi, ça a laissé une bonne trace. Mais du coup, non, c'est intéressant ce que tu dis, Nakani. Ça, avant que Fatia ait mis la 3e à la 4e, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Justement, sur le fait que certains issus de parents qui sont venus en France, qui, c'est vrai, de papier sont français, mais qui, dans leur quotidien, ne se sentent pas français. Parce qu'il y a des fois, ils sont victimes des fois peut-être de certaines discriminations, ou le regard des gens, ou peut-être des situations qu'ils ont vécues. Comment vous l'analysez et comment justement parler à ces gens-là pour qu'ils aient du coup la sensation d'être 100% français? Mais du coup, si on est né sur un territoire français, on est français premièrement, deuxièmement de par la culture qu'on voit depuis qu'on est enfant, qu'on acquiert à partir de l'école, à partir de nos camarades de classe, qu'on acquiert aussi par rapport aux études que l'on fait, de la primaire au lycée, je parle. On a cette culture-là qui est en nous, puisqu'on a la même, puisqu'on suit les mêmes choses que... C'est vrai, le cursus c'est le même. C'est vrai qu'on va à l'école, c'est l'école de la République. Même on est baigné culturellement parlant par les mêmes références, on a les mêmes réflexes, on vit comme des occidentaux. Enfin, c'est vrai que c'est les mêmes codes, on va dire. Même si c'est vrai que selon la classe sociale, après il y aura des petites différences, mais globalement, effectivement, je te rejoins assez. C'est les mêmes codes. Toi, Khalid, qu'est-ce que tu penses de ce que Nakani vient de dire et la question que j'ai posée? Je pense que c'est lié à l'endroit où tu te trouves, à l'instant T. Ouais. Je vous donne un exemple tout bête. Vous allez en Asie, en Thaïlande. Ouais.
c'est la destination préférée de toutes les petites cailles de tous les quartiers. D'accord ? Quand ils sont en Thaïlande à Phuket, eux ils se revendiquent français. Ils sont ni marocains ni algériens, ils disent on est français. Alors que quand ils sont dans leur quartier, ils disent le contraire. Donc c'est vraiment comment ils sont perçus, parce qu'à l'étranger, eux-mêmes se donnent la liberté de se dire je suis français. Donc les autres les perçoivent comme des Français. Ah, c'est vrai que c'est juste un... Ça, c'est encore un autre éclairage. Mais après, je pense que chacun se donne la liberté de définir qui il est. Oui. En tout cas, c'est un débat très intéressant. Encore une fois. Moi, Fatia veut mettre 3e là. Attention. Elle fait pas longtemps parce qu'il y a le quart d'heure de mais je rajouterai quand même que je pense, ce qui serait bien, c'est que moi, je me rappelle dans mon collège, j'avais un professeur d'histoire au lycée plutôt. Là, je fais plus la parenthèse de l'Algérie et tout. Mais il était polonais. Il était d'origine polonaise. C'est un professeur d'histoire-géographie. Et ce qu'il nous avait fait, c'est que pendant tout un trimestre, on travaillait sur l'histoire des Roms. L'histoire des Roms. Parce qu'il y avait vers Stein un camp. Et donc ça nous a énormément appris sur tout un peuple et comment ils étaient partis d'un certain endroit pour aller vers d'autres, etc., etc. Et donc on avait une certaine connaissance, un certain rapport qui était différent d'avant, en fait, différent d'il y a quelques mois. Donc après, moi, la seule chose dont je sais pertinemment, c'est que il n'y a pas mieux d'apprendre pour un jeune parce que c'est très difficile d'avoir accès à ce savoir. Tu sais, on va rechercher des connaissances sur nos origines ou sur l'histoire passée de notre pays. Mais même, certaines fois, quand on est jeune, en tout cas, on ne va pas y penser naturellement. On va plus entendre nos grands-parents, nos voisins et on va dire, bon, voilà, moi je connais ça de mon pays. Et je ne veux pas faire plus. Mais pour les jeunes, ce qu'il serait bien, je pense, c'est que même si les programmes scolaires, en fait, ne créent pas... ne parle pas de cette histoire comme on voudrait qu'elle parle de l'histoire en tant que telle, l'histoire dont nous on la voit concrètement. Parce qu'en fait, il s'appuie sur des documents qui existent. Tout le monde les a, ces documents. Ce sont des archives disponibles et encore des fois disponibles entre guillemets. Elles sont difficiles d'accès. Mais elles sont là et tout le monde s'appuie dessus pour créer des manuels. Et donc après, il y a des choix qui sont faits pour mettre en lumière certaines choses et pas d'autres. Mais je pense que si on peut sortir, je veux dire, la seule façon de sortir un peu de ces lignes du manuel, c'est que le professeur, ce qui est bien, c'est qu'il a cette liberté dans sa façon d'enseigner. Ça, c'est très important. Ça, c'est très, très important. Il a cette liberté dans sa façon d'enseigner. Heureusement que tu m'as dit que c'était pas long, hein, parce que là... mais j'ai presque fini. Il a cette liberté dans sa façon d'enseigner, et ce que je me dis, c'est que il y a toujours ces exposés qu'on fait, et peut-être que le principe même d'enseigner, c'est d'essayer d'aller vers ses élèves, peut-être mettre en lumière avec eux, sous forme d'exposé, les histoires passées de leur pays. Pour qu'ils s'impliquent un peu plus, mais pas que les élèves d'une certaine origine, les prendre tous ensemble. Et voilà, ce semestre, on va faire tel pays. On va essayer de voir ensemble l'histoire de ce pays. Et tel semestre, on fera telle chose, et etc. Pour moi, c'est comme ça. C'est une façon un peu... notre façon d'accéder à l'histoire et de sensibiliser aussi les jeunes sur leur identité. Ça en tout cas, non, mais je te taquine, mais c'est très intéressant. Non, mais c'est intéressant ce que tu as dit. C'est intéressant et je pense que ça démystifierait pas mal de choses. Et la connaissance, pour moi, je l'ai toujours dit, c'est la meilleure arme en fait pour lutter contre tout ce qui est rancœur, haine et violence. Et ça, je continue de le penser. Donc, très beau message, Fatia. S'il y a des professeurs d'histoire géo qui nous écoutent, voilà, Fatia vous a donné un petit conseil. Pour terminer cette émission, on va passer au quart d'heure de l'invité avec Khalid Zaouch qui est avec nous ce soir. Encore merci d'être venu. Je passe un très bon moment. Écoute, on passe un très bon moment aussi avec toi. Nakani et Fatia vont te poser quelques questions sur ce que tu fais, ton parcours. Si j'ai des questions supplémentaires, je m'incorporerai à l'interview. Et puis, vous les filles, je vous laisse la parole. Donc déjà, bonjour. Rebonjour. Rebonjour, Fatia. Bonjour. Ma première question, c'est comment s'appelle ton projet ? Alors là, on est sur un projet qui s'appelle le Bus de la Santé, qu'on a mis en place depuis quelques années, autour de la prévention dans les quartiers, et plus largement dans la ruralité. Donc des questions autour de la prévention santé,
pour les habitants et d'être au plus près des habitants. Au plus près des habitants, mais du coup, de quelle manière aussi? Alors de quelle manière? On a travaillé avec des unités mobiles. On déplace les professionnels de santé au pied des immeubles et dans la ruralité, dans les petits villages. On a commencé dès 2015 avec des dépistages à l'hygiène bucco-dentaire dans les écoles élémentaires en déplaçant un chirurgien dentiste. Dans la foulée, on a enchaîné en 2019 avec dépistage de la tuberculose et bilan pulmonaire et des bilans sanguins offerts aux habitants. Donc il y avait glycémie, cholestérol, insuffisance rénale, tout ça offert aux habitants. On faisait des prises de sang à jeun. On a fait une 30aine de dates, donc QPV et ruralité. Ça s'est très bien passé. Et on a eu des retours d'expérience, des retours des mamans sur le fait de la mammographie, ça fait mal, le dépistage du cancer du sein, ça revenait souvent. On a eu la chance de rencontrer les équipes de General Electric Healthcare, qui est le big industriel dans ce domaine-là. Cette année, ils nous ont fait confiance. Donc, je tenais à remercier aussi Jean-Claude Angès, qui lui est un des commerciaux qui a fait en sorte de pousser le projet. Et du coup, on a un mécénat de compétences avec eux sur un gros camion, donc le camion d'Octobre Rose, où on va pouvoir faire mammographie et échographie dans l'unité mobile. Mais à côté de ça, nous aussi, on a une deuxième unité mobile avec Keolis qui nous a fait un mécénat de compétences en nous donnant un grand car qu'on a retapé. On a fait du espoir et création versus... vous viendrez voir, on n'en dit pas plus. Ouais, on va regarder tout ça. On a enlevé tous les sièges, on a réussi à mettre dans l'unité mobile un box pour un médecin généraliste et une salle de conférence pour faire de la prévention. Avec, là, il va y avoir par exemple dès lundi un buste d'autopalpation pour apprendre aux femmes à se palper. Ça, c'est très important. Et il y aura justement une animatrice. À partir de là, la femme va pouvoir aller chez le médecin généraliste et dans la foulée, monter dans le camion mobile pour faire son dépistage, mammographie, échographie et être vue par un radiologue. Donc, on a essayé d'être au plus près. On fait une petite tournée dans les quartiers. D'accord. Donc c'est vraiment là, on est à l'étape expérimentale du projet, puisque on démarre à Garges-les-Gonesse. D'accord. Toujours notre ville en premier. On aime cette ville. Après on part à Duny, on part à Massy, on part à Plaisir, on va à Grigny et on va à Savigny. D'accord. Donc voilà, on a essayé de toucher une grosse partie de l'Île-de-France. C'est une première. En novembre, on va pouvoir être en capacité de faire un bilan de cette première. Il y a une grosse attente auprès des mamans parce qu'elles se sont déjà inscrites auprès des centres sociaux. Là aussi, je remercie l'ensemble des centres sociaux de la ville d'avoir joué le jeu. Parce que là aussi, c'était un gros pari de se dire on va les mobiliser autour des pauses café qui sont organisées dans tous les centres sociaux des différents quartiers. Avec le service santé qui est dirigé par Madame Aouidef, Amanda. Et elle a mobilisé tous les centres sociaux pour jouer le jeu. J'en profite, je fais beaucoup de remerciements, mais je suis obligé parce que quand les gens ont joué le jeu, donc je remercie aussi Hamid Safi à la politique de la ville qui lui a piloté tout ce travail avec les centres sociaux, Nicolas Deréac et Monsieur le maire qui nous permet de venir sur la première date. Place de l'hôtel de ville, donc on va investir le parvis, on sera là-bas lundi de 9h à 17h, on vous attend nombreuses et nombreux parce que les hommes aussi, venez voir ce qui se passe, accompagnez vos femmes parce que ça aussi c'est important, c'est un moment, souvent le retour des mamans c'est de se dire, le dépistage cancer du sein c'est douloureux, c'est anxiogène, et là le fait d'être entouré par des groupes de femmes, parce qu'elles vont venir ensemble, elles viennent avec la référente du centre social, et il va y avoir de la prévention, on va être dans le car, ça va être un moment et convivial et de santé. Très important. Nakani. Du coup, est-ce que à long terme, vous voyez être un peu dans toute la France et non uniquement en région d'Île-de-France? Alors pour l'instant, la première ambition, c'est de réussir les 6 dates. De faire en sorte que ces 6 dates fasse, je vais pas dire jurisprudence, mais fasse une belle carte de visite pour se dire, maintenant la présidente de région, les présidents et présidentes de département se disent, on va faire quelque chose ensemble et on va porter ce type de projet. Et là, associer tous les acteurs de terrain. Bon, là par exemple à Garges, on va travailler avec les centres sociaux, mais je me dis, avec les connaissances qu'on a sur le terrain, pourquoi pas travailler avec des assos? Oui. Comme là, avec vous, je sais qu'il y a un super relais aussi auprès des mamans. Donc là, on n'a pas eu le temps de le faire parce que concrètement, le projet, on en discute depuis 2 ans.
au mois de juin, il y a eu la discussion concrète avec GE. En septembre, on n'avait pas le camion. Début septembre, GE dit c'est bon, on a le camion. Donc on a mis en place l'opération en moins d'un mois. Donc on se dit l'année prochaine, il y aura plus de temps. On a identifié des partenaires avec qui on a envie de bosser. Et je me dis, il y a plein de belles choses à faire avec des structures qui ont envie de porter ce type de projet. Et pourquoi pas travailler sur des villages santé. Parce que là, on a travaillé sur le dépistage cancer du sein. Mais je me dis, quand un maire te donne le parvis de l'hôtel de ville, il y a peut-être d'autres ateliers au même moment. Bon là on aurait pu le faire, mais travailler avec un dentiste sur des prises de rendez-vous comme ça à la volée, travailler avec un nutritionniste pour apprendre à bien manger. Il y a plein de professionnels qu'on peut mettre autour d'un village santé, autour de points forts. Il faut toujours se raccrocher auprès de grosses locomotives comme là le dépistage cancer du sein, Octobre Rose, c'est incontournable et on sait que ça va bien se passer. Donc on est passionné, on est venu à la santé par hasard parce que nous, rien ne nous prédisposait à faire de la santé. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le constat il était simple. 2015, le quartier d'Amelange-Nord, 6000 habitants, 2000 logements, pas un médecin, pas un dentiste. Donc c'est le petit cri de colère qui fait que on était à deux responsables venant du tissu associatif, donc le président du futsal et moi le président du club de boxe. On a réfléchi sur une discussion de comptoir à 2h du matin et on s'est challengé et ça s'est mis en place et on a rencontré des partenaires et d'un seul coup tout s'est mis en place. Au bout de 2 ans d'ingénierie, le centre, il existe physiquement. On a un centre de santé dans le quartier d'Amelange-Nord avec des dentistes, avec un pôle de gynécologie obstétrique qui vient d'ouvrir depuis le mois d'octobre. Les Gargeois ne sont même pas au courant qu'on a 2 gynécologues à plein temps sur site avec une salle d'échographie. Donc là aussi, il y a tout un besoin de faire passer les messages, de faire passer toutes ces informations. Et on se dit qu'à notre petit niveau, comme le colibri, on essaye de faire avancer les choses. D'autres questions les filles ou pas? Oui, pourquoi avoir choisi cette date-là pour pouvoir... Pour Octobre Rose, là on était dans le calendrier Octobre Rose. Tout le monde sait que le mois d'octobre c'est le mois dédié au cancer du sein. Et c'était, il fallait le faire. Il y avait une urgence, il fallait trouver des maires et des villes qui étaient partantes pour ce type de projet. On a réussi à même pas convaincre, parce que c'est pas le terme, les différentes villes. Donc je vais encore les citer: Garges, Duny, Savigny, Grigny, Plaisir, Massy, le bailleur social, parce qu'on travaille avec les résidences Yvelines 91. Et le bailleur tout de suite a compris l'importance de nous faire venir dans le quartier. Donc quand on a des gens intelligents et qui ont envie de faire bouger les choses, ça s'est mis super rapidement. Chose que d'habitude, ce type de projet, on aurait dû travailler avec 2 ans de réunionnite pour sortir ces 6 dates. Mais là, d'un seul coup, tout le monde s'est mis en ordre de marche, tout le monde a compris l'urgence, tout le monde a compris la nécessité de le faire, et un grand merci quoi. Un grand merci aux partenaires. Merci à vous. Et moi j'étais ravi de cette invitation avec Espoir et Création, parce que je vous suis moi aussi et j'ai un œil attentif sur tout le travail qui a été fait depuis 2 ans maintenant avec le Clean Challenge, mais bien avant, parce que l'asso a fait tout un travail aussi autour du travail avec les jeunes depuis pratiquement une dizaine d'années et sur ce créneau-là, et je la félicite aussi, ça c'est hyper important. Et du coup, voilà, elle aussi, elle a semé, elle a créé un projet associatif. Ce projet associatif, il a fait plein de petits, Urban Street, j'espère que je ne me trompe pas dans les paternités, mais c'est du partenariat et il y a plein de belles choses qui sortent d'un projet de quartier. C'est ça. Qui se dépasse maintenant le quartier, puisque je vois que le Clean Challenge, il est suivi dans toutes les villes, ça part à Marseille, ça part même à l'étranger. Donc je me dis, nous, à notre petit niveau, si le bus de la santé, d'un seul coup, à Strasbourg, il y a un Khalid qui est là-bas et qui se dit, moi aussi je vais le faire, on y va quoi. Oui. C'est clair. D'autres questions ou pas les filles? Moi c'était plus un commentaire, vous avez bien raison d'avoir porté ce genre d'initiative, puisque je pense qu'il est très important de sensibiliser sur ça. On pense souvent que c'est les personnes âgées de plus de la cinquantaine qui sont atteintes malheureusement du cancer du sein, et c'est
nécessairement le cas. On voit souvent des femmes aussi âgées de 30 ans et plus, qui sont atteintes du cancer du sein et qui, au travers d'une échographie, de la mammographie, savent qu'elles ont cette tumeur dans le sein. Et souvent, en fait, on parle toujours de la mammographie parce que c'est en se palpant le sein qu'on ressent soit une sorte de boule, soit une sorte de pas une disproportionnalité au niveau du sein, ou une sorte de plein de choses qui font que ce sont des symptômes. Alors, il faut savoir que le dépistage organisé est organisé pour la tranche d'âge 50 ans, 74 ans. Ça, c'est le dépistage organisé par l'État, par le ministère de la Santé et tout. Ouais. Et évidemment, les ateliers de palpation, ils servent à ça. Ils servent à d'autres jeunes femmes qui vont venir apprendre à se toucher et à palper et à définir s'il y a un souci. Et s'il y a un souci, le généraliste est là, il y a la file active du patient qui doit se mettre en place. Et c'est toute cette éducation qu'on doit apprendre justement aux jeunes filles de 30 ans, 35, jusqu'à 40, à se dire tout va bien, ou il y a peut-être quelque chose, c'est le moment d'aller consulter un médecin généraliste. Mais sinon, le dépistage programmé est organisé par l'État de 50 ans à 74 ans. Très bien. En tout cas, merci encore Khalid d'être venu à notre micro ici dans les locaux d'LBS-FM en partenariat, on l'a dit, avec Urban Street Reporter et Sport et Création. Merci les filles pour cette émission. On remercie l'équipe technique qui a géré le Insta Live. Merci à vous. Bien évidemment, le replay de cette émission sur notre Facebook Urban Street Reporter. On est également présent sur le Instagram. Le replay sera également disponible. Et puis le podcast qui arrive bientôt, dans quelques jours, que ce soit sur les plateformes d'LBS-FM ou sur les plateformes d'Urban Street Reporter. J'en profite juste pour donner une petite info, si c'est possible, Nas. N'hésitez pas à nous suivre sur l'hashtag Bus de la Santé sur Insta. Pourquoi ? Pour avoir les dates des différentes villes, parce que là on va les publier. Si vous avez des amis, de la famille dans les différents départements, n'hésitez pas à les faire venir. Exactement. Et sinon lundi 9h-17h à Garges-les-Gonesse, vous êtes les bienvenus. Le message est passé, n'hésitez pas à vous rendre nombreux du coup pour cette date. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Radio 4 Bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais l'émission sera également en replay avec notre partenaire MNG Radio, Radio Seine-et-Marnaise, basée à Melun et au Mets-sur-Seine. Donc on sera également en replay sur leurs ondes. Et puis, comme je l'ai dit, dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Radio 4 Salut à tous!